Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 18. Grand 1. Après la loi 1901, les radicaux vont former un petit groupe se prénommant Gauche démocratique. Ils prendront du temps à se positionner derrière le capitaine, et Pierre Waldeck Rousseau initiera la défense républicaine. Donc on parle bien du capitaine Dreyfus. Une doctrine va se mettre en place chez les radicaux socialistes qui se nommera solidarisme, élaborée par un certain Léon Bourgeois qui comprend un projet d'impôt progressif sur le revenu. Grand 2. Ce qu'on remarque, c'est que la majorité des radicaux socialistes étaient francs-maçons, mais surtout empreints d'un fort anticléricalisme. Et est-ce que les deux sont consubstantiels ? Grande question. L'auteur dira que leur programme rencontrera un fort écho dans une France fortement rurale, sans raconter la façon dont leurs esprits seront modulés pour répondre favorablement à la propagande. Grand 3. Finalement, c'est la politique ambiante, régnante, qui permet l'abolition d'une France catholique par le Concordat de 1801, et tout ce qu'il contient. Le fondateur de la gauche démocratique lancera une offensive contre les congrégations en interprétant la loi de 1901. Éternelle interprétation, tout comme dans la sphère légale, sur certains aspects. Un général, plus tard, on apprend, du nom de Louis André, aidé par des loges maçonniques, va même jusqu'à faire du fichage d'officiers catholiques, pour leur éviter des promotions. Grand 4. La pluralité des partis politiques était la règle. De plus, selon l'auteur. De plus, on peut observer, selon l'auteur, encore lui, que la montée de la déchristianisation était aux côtés de l'industrialisation. Comme c'est étrange. De surcroît, la politisation, autrefois domaine des puissants, des plus riches, s'étend alors chez les jeunes, les femmes et les ouvriers. On donne une voix à des gens qui n'ont pas le temps forcément d'étudier, de prendre des décisions forcément rationnelles sur le moment pour tout un pays, puisqu'ils acceptent un programme sans en comprendre toute l'étendue. Ou alors, comme aujourd'hui, on y fait du mensonge. Ou des fausses promesses plutôt. Et la défaite des droites n'interviendra pas directement à la fin du XIXe siècle. Grand 5. Un homme du nom d'Eugène Motte acceptait la laïcité. Étant catholique, cela était mal vu par sa famille. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles, mais permet à d'autres courants de prendre l'ascendant sur un vieux pays chrétien. Son objectif était une république ouverte. On peut le comprendre, puisqu'il avait une entreprise de textile avec 20 000 salariés. Il était donc plus protestant que catholique, à mon avis. Et du coup, je vous encourage aussi à regarder toute la vidéo qui va suivre, donc la grande synthèse, si vous voulez approfondir un peu plus le sujet. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. La victoire des radicaux en 1902.
Alors que la loi 1901 venait d'être adoptée, on apprend à la page 125 dans le premier grand paragraphe que les radicaux formèrent un petit groupe se prénommant Gauche démocratique. Toujours portés sur l'affaire Dreyfus, ces mêmes radicaux prirent du temps à se positionner derrière le capitaine déporté, et on apprendra plus tard que c'est le progressiste Pierre Waldeck Rousseau qui initia la défense républicaine. C'est donc grâce à cette loi 1901 que du 21 au 23 juin, des comités locaux, mais aussi des loges maçonniques, forment le Parti républicain radical et radical-socialiste. Il est drôle, si je puis le dire ainsi, de voir qu'une doctrine se met en place chez des radicaux socialistes, nommée solidarisme, et qui, élaboré par Léon Bourgeois, comprend un projet d'impôt progressif sur le revenu. Mais il était aussi empreint d'un fort anticléricalisme de combat. Pas de défense, mais de combat. Et cette drôle de doctrine se voit à la toute fin de la page, quand des personnes comme Eugène Leroy, franc-maçon, étaient un anticlérical ardent et aussi admirateur de Voltaire. L'auteur dit que le programme des radicaux socialistes rencontra un écho considérable dans une France majoritairement rurale. Donc moi, j'aurais bien aimé à ce moment-là que l'auteur parle de ce qui s'est passé pour que ces gens, habitant dans les rues, en viennent à se poser la question sur la future non-présence d'un clergé. En tout cas, moins présent dans ces États. N'y a-t-il pas eu, pendant plus de 100 ans, en fait un siècle, une modulation faite sur les esprits? Un travail lié à la Révolution? Certes, l'œuvre parle de politique dans ce livre, mais il aurait été intéressant, comme pour présenter d'autres personnages comme Dreyfus, de montrer, en tout cas de faire la démonstration de ce changement dans l'esprit des gens. Le fondateur de la gauche démocratique va en 1891, alors président du Conseil, lancer une offensive sans concession contre les congrégations en interprétant la loi de 1901 dans un sens étroit, ce qui plus tard, et je vous laisse ça le découvrir dans le livre, permet d'apprendre que Charles de Gaulle passe une année scolaire dans un collège de jésuites en Belgique, car son école est alors fermée. C'est bien la politique anticléricale de l'instant qui déboucha en décembre 1905 sur l'abolition du Concordat de 1801. Le gouvernement de l'époque rompra les liens avec le clergé. On apprend dans le premier paragraphe de la page 127 que les générales Louis André, le ministre de la guerre, va en effet organiser avec l'aide des loges maçonniques, mais aussi des villes de garnison, le fichage méthodique des officiers catholiques pour bloquer leur promotion. Dingue, hein? Dingue. Je sais pas si la franc-maçonnerie, dans une partie encore, continue à faire ce genre de blocus, mais si c'est le cas, c'est inquiétant quand même. Dans le grand paragraphe de la page 127, vers la fin, on apprend qu'à droite comme à gauche, la pluralité des partis politiques était la règle et que la déchristianisation était engagée aux côtés de l'industrialisation. Marrant ça, cette montée des deux en même temps. Comme si l'un avait besoin que l'autre disparaisse petit à petit pour pouvoir prendre plus de place. Je dis ça, je dis rien. Et que la politisation des Français est croissante, notamment chez les jeunes, les femmes et les ouvriers. Le premier paragraphe de la page 128 à la toute fin parle de la scission des républicains modérés entre waldeckistes et médinistes. Bien que la gauche, au sein du Parti républicain, était fortement présente, notamment avec les deux courants politiques, ce même tournant, amorcé en 1899, ne provoqua toutefois pas la défaite définitive des droites. En juillet 1901 fut fondée l'Action libérale populaire destinée à rassembler tous les catholiques ralliés qui suivaient le pape dans la défense du Concordat et aspiraient à, je cite, une république ouverte. Fin de citation. Coupable d'avoir fait entrer un rouge au gouvernement, le très grand paragraphe du milieu de la page 129 parle d'un homme du nom d'Eugène Motte qui était catholique, mais un républicain convaincu et mal vu de sa famille car il acceptait la laïcité. Il était un grand patron du textile de l'époque, avec plus de 20 000 salariés en Europe, et il avait refusé de suivre le gouvernement de Waldeck Rousseau. Il ira jusqu'à reprendre la municipalité de Roubaix aux socialistes, et pris dans le nouveau bloc des gauches, on lui confie la tâche de présider le parti de la Fédération républicaine. L'objectif de ce parti se situe sur le champ entre l'Alliance républicaine et l'Action libérale en se donnant pour tâche de réunifier les modérés. À la page 132 comme à la page 131 et 130.
L'auteur nous fait un récapitulatif en 4 grands points de l'histoire des droites depuis le premier chapitre du livre, que je vous laisserai donc consulter si vous l'achetez ou si vous vous procurez. Donc à la page 132, l'auteur dit que le courant nationaliste n'avait émergé qu'à partir de l'année 1815, peut-être 15 années auparavant, et qui dans son histoire eût été porté par des hommes venus d'horizons divers. Comme Maurice Barrès ou encore Charles Maurras, qui fut 2 grandes figures après le bannissement de Paul Déroulède. L'auteur se demande comment, dès lors, comprendre l'émergence du nationalisme en France, puisque les 2 figures précitées n'entretenaient pas de rapport direct avec le bonapartisme. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi je vous dis à une prochaine sur YouTube, et sinon à bientôt sur le blog, et surtout n'hésitez pas à ouvrir des livres. À bientôt sur YouTube.